Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous corriger le sujet de physique appliquée qui est tombé en 2023 en BTS, système numérique, option électronique et communication. Voilà, donc ce sujet qui traitait d'une radio VHF marine était constitué de trois parties indépendantes, donc nous allons corriger les unes après les autres. Donc partie A, on va étudier la distance maximale de visibilité entre les navires. Partie B, le préamplificateur audio. Et ensuite, partie C, la modulation et démodulation du signal AIS. Voilà, donc on commence tout d'abord par la partie A. Donc partie A. Distance maximale de visibilité entre les navires. Donc du fait de la rotondité de la Terre, l'antenne située sur le navire avec le récepteur AIS ne peut recevoir les signaux émis par un autre navire situé à une autre trop grande distance. Afin d'éviter tout risque de collision entre les navires, le pilote de l'un d'entre eux estime qu'il lui faut obtenir des informations des autres navires situés à moins de 10 000 marins de sa position pour naviguer en toute sécurité. L'objectif de la partie est de valider la condition pour que la navigation soit faite sans danger. Donc on vous donne les figures 1 et 2. Donc ici, dans le cas d'une bonne réception, et deuxième cas, dans le cas d'une mauvaise réception, donc qui est due au fait de la rotondité de la Terre. Donc la Terre étant supposée sphérique, le rayon de la Terre noté RT vaut en moyenne 6371 km. Et donc on vous met en situation. Donc soit un navire N1 dont l'antenne est située en haut du mât à une hauteur H1 de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, comme présenté sur la figure 3 ici. En considérant que les ondes électromagnétiques se propagent en ligne droite, le point limite de vision noté M est à une distance notée donc grand D1 qui correspond au point distant à une altitude de 0 mètre. Voilà, donc ça c'est une figure qui a été faite mais qui n'est pas à l'échelle. On vous précise que H1 est égal à 10 mètres et on vous rappelle que le rayon de la Terre vaut 6371 km. Du fait de la hauteur H, que la hauteur H1 est petite devant RT, on peut écrire que la distance D1 est peu différente de racine carrée de 2 fois RT fois H1. Donc première question, donc Q46. Calculer la distance D1 et exprimer sa valeur en kilomètres. Donc on va utiliser la relation qui vous est donnée. Donc D1 c'est égal à racine carrée de 2 fois RT fois H1. Voilà, donc là il faut faire attention parce que la seule difficulté, puisque c'est une application numérique, c'est d'exprimer H1 et RT dans la même unité. D'accord, donc on va par exemple exprimer en mètres. D'accord, donc RT, donc ça fait racine carrée de 2 fois RT. Donc à la limite, on peut même exprimer en kilomètres, puisqu'on vous demande d'exprimer la valeur au final en kilomètres. Donc RT, je vais l'exprimer en kilomètres, donc ça fait 6371 kilomètres. Et après, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'exprimer, de laisser H1 égale 10. Donc H1, c'est 10 mètres. D'accord, donc ça fait 10 fois 10 puissance moins 3 kilomètres. Voilà, et donc si on fait l'application numérique, on va trouver une distance de 11,29 km. Voilà, donc pour la valeur de la distance D1 demandée en kilomètres. Ensuite, soit un navire N2, identique au navire N1, dont l'antenne est située en haut du mât à la même hauteur H1 au-dessus du niveau de la mer. Donc on a quelque chose, une figure qui est symétrique. On vous donne toujours H1 qui vaut 10 mètres, RT qui vaut 6371 mètres, et donc on vous demande, à question Q47, de calculer en kilomètres la distance maximale de visibilité entre les deux bateaux. Et donc cette distance va être notée grand D. Donc question Q47.
Donc là, si on regarde bien la figure, hein, donc D1 vaut 11,29 km. Et on vous dit même que la même distance entre le point M et le navire N2, ben c'est la même distance, donc c'est la distance D1. Donc la distance entre les antennes des deux bateaux, donc la distance grand D, va être égale donc à 2 fois la distance D1. Voilà, donc si on fait l'application numérique, on va trouver donc 22,58 km. Voilà, donc ça va être la distance que vous allez avoir entre les deux bateaux. Donc D1, enfin N1 et N2. Ensuite, donc un mille marin vaut 1852 mètres et on vous demande Q48 d'exprimer la distance de visibilité, donc l'on vient de calculer, non pas en kilomètres, mais en 1000 marins. Voilà, donc question Q48. Donc la distance qui était de 22,58 km, pour la mettre en 1000 marins, mais comme 1 km équivaut à 1852 mètres, ou 1,852 km, on va pouvoir écrire que la distance est égale donc à 22,58 km, c'est-à-dire 22,58 fois 10 puissance 3 mètres, divisé par les 1852 mètres. Voilà. Et donc, on va trouver notre distance en 1000 marins qui va être égale à 12,2 1000 marins. Voilà, donc c'est un simple produit en croix finalement. C'est pas très compliqué. Ensuite, dans question Q49, donc on avance. Donc Q49, montrer que dans les conditions décrites dans l'introduction de la partie, la réception des informations est possible. Alors, les conditions décrites dans l'introduction de la partie, donc au niveau de l'introduction, donc vous l'avez ici, donc du fait de la rotondité de la Terre, voilà, donc le pilote de l'un d'entre eux estime qu'il lui faut obtenir des informations des autres navires situés à moins de 10 000 marins de sa position pour naviguer en toute sécurité. Voilà, donc il faut pour qu'il estime qu'il faut moins de 10 000 marins pour pouvoir naviguer en toute sécurité, donc pour pouvoir voir l'autre bateau. Et donc là ici, on voit bien que on vient de calculer 12,2 000 marins, donc ça correspond à une distance de visibilité supérieure à ce qui est estimé par le pilote. Donc voilà, donc le pilote, il a raison. Donc la distance est supérieure à 10 000 marins, comme estimé dans l'introduction. Donc le pilote a raison. Donc, le pilote a raison, c'est-à-dire que la réception des informations est possible. Voilà. Ensuite, donc question Q50. Expliquez en quoi une vedette sans mât constitue davantage un problème en termes de repérage. Donc plus l'antenne va être située à une distance
faible, à une hauteur faible, moins vous allez avoir de visibilité. D'accord? Donc on le voit très bien sur le schéma. Donc une vedette sans mât, forcément, ne va pas pouvoir permettre d'avoir une visibilité importante. Voilà. Donc la distance en fait de visibilité va être réduite. Et donc, finalement, on ne va pas pouvoir repérer à une distance suffisamment importante. Voilà. Donc, en fait, la distance grande D va diminuer. D'accord, hein, donc, car justement, H1 va diminuer. Et donc, forcément, il y aura la distance non grande D ne sera pas suffisante. Donc, ce plus suffisante pour un repérage correct. Voilà, donc cette partie, hein, donc elle était assez rapide. Voilà, c'est un petit peu une introduction en fait au sujet pour comprendre un petit peu comment cela fonctionne. Ensuite, donc on va continuer, hein, donc au niveau, donc ça c'était la partie A, donc on va continuer, donc on va faire la partie B. Donc c'est la partie préamplificateur audio. Donc l'objectif de cette partie est de vérifier que le préamplificateur d'un microphone est compatible avec les fréquences de la voix humaine et possède un gain d'au moins 20 décibels. Donc la radio VHF est équipée d'un microphone et de son préamplificateur permettant de communiquer avec d'autres navires, mais également de donner l'alerte en cas de problème. Le système doit reproduire aussi fidèlement que possible la voix de la personne qui parle. Pour une écoute acceptable d'une voix humaine, la gamme de fréquences du préamplificateur doit s'étaler de 125 Hz à 7 kHz. Le signal électrique généré par le microphone étant de trop faible amplitude, il est nécessaire de l'amplifier. Et donc l'amplificateur qui est proposé dans la radio VHF est constitué à partir d'un amplificateur différentiel intégré, dont le schéma est donné ici, figure 5. D'après la documentation, les valeurs des composants sont données ici. La fonction de transfert également est donnée. Et donc, question Q51. Donc on va commencer ici la partie B. Donc question Q51. Donc on vous demande de préciser la nature du filtre. Voilà, donc là, si on faisait des études aux basses fréquences et hautes fréquences, hein, donc on voit que si F est élevé, vous allez avoir le terme en F sur F0 qui va être très grand, d'accord, devant le terme F0 sur F, et donc vous allez avoir une fonction de transfert qui va tendre vers 0. Et inversement, si F est très faible, vous allez avoir ici F0 sur F qui va être très élevé, et donc la fonction de transfert, T0 sur quelque chose de très élevé, va tendre vers 0 également. Donc ça veut dire que votre montage ne laisse passer ni les basses fréquences ni les hautes fréquences. Et si on se met à la fréquence F égale F0, donc on aura ici F0 sur F0 moins F0 sur F0 qui sera égal à 0, et donc la fonction de transfert sera égale à T0. Voilà, donc votre montage ne va pas laisser passer ni les hautes fréquences ni les basses fréquences, mais va laisser passer par exemple des fréquences intermédiaires comme la fréquence F0. D'accord, donc il s'agit d'un filtre passe-bande. Voilà, donc ça, vous pouvez le voir aussi, hein, donc vous avez une fonction de transfert qui est la forme de celle d'un filtre passe-bande. Voilà, donc on n'attend pas forcément des explications développées par rapport à cette question-là. Ensuite, donc une simulation numérique permet d'obtenir le diagramme de Bode du filtre amplificateur représenté sur le document réponse DR SP1. Donc on va aller voir ici.
Donc voilà, vous avez votre document réponse ici, DRSP1. Complétez le tableau du document réponse DRSP1, justifiez les valeurs par des constructions graphiques. Alors, donc on va essayer de récupérer ici ce tableau. Avec la construction graphique, et donc avec le graphique associé. Alors, j'ai essayé de le mettre au bon endroit au niveau de la page pour pouvoir voir dans la continuité de la correction. Alors, hop. Voilà, donc ça c'est la question donc Q52. Donc Q52, on vous demande de travailler justement sur ce document réponse. Alors, donc on vous demande ici, dans un premier temps, la fréquence propre. Donc pour tracer la fréquence propre, donc là ce qu'il faudrait, ce serait, donc dans un premier temps, donc faire la continuité ici d'un côté et de l'autre de la pente en fait de votre filtre. D'accord, donc je vais essayer de faire quelque chose à peu près graphique. Voilà, et donc ça va nous permettre ici de déterminer notre fréquence propre F0. Voilà, donc F0, donc moi je mesure ici F0, donc là vous avez 100, 200, donc je vais mesurer à peu près 300 Hz. Voilà, donc F0, je le note dans le tableau, 300 Hz, et donc j'ai fait la construction graphique qui permet de justifier cette valeur-là. Ensuite, on vous demande donc le gain. D'accord, donc le gain à la fréquence f égale f0. Donc à nous ici donc de mesurer le gain. Donc là c'est pareil, je vais faire la continuité. Donc, je vais prendre une couleur différente. Et donc là je vais avoir mon gain. Donc là le gain, moi je mesure environ donc 27 décibels. Donc ça c'est ce qu'on appelle le gain G0. Donc G0 est égal à 27 décibels. Ensuite, donc les fréquences de coupure. Donc les fréquences de coupure sont les fréquences pour lesquelles le gain est égal à gain max moins 3 décibels. Donc 27 moins 3, je vais me positionner ici à 24 décibels. Et donc je vais pouvoir ici lire donc une première fréquence de coupure. Donc je vais appeler FC1. Et ensuite, en continuant, je vais pouvoir déterminer donc une seconde ici fréquence de coupure que je vais appeler FC2. Et donc FC1, donc si je mesure, je vais trouver environ, bon, on va dire 16 Hz à peu près, donc pour FC1. Et donc pour FC2, donc là, je suis à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, voilà, un peu plus que 7000, hein. Voilà, entre 7 et 8000. Bon, je vais mettre 7000, je vais mettre 7100. Voilà, donc je vais mettre 7100 Hz, d'accord, si vous faites une construction précise. Et donc la bande passante à moins 3 décibels, c'est l'écart justement entre FC2 et FC1. D'accord, donc 7100 moins 16, je vais trouver 7084 Hz. Voilà, donc pour cette partie,
Donc justifier les valeurs par les constructions graphiques, hein. Donc là, c'est important en fait, d'utiliser ici des couleurs et de justifier graphiquement, surtout que c'est précisé dans l'énoncé. Si vous ne justifiez pas graphiquement, ben, vous n'aurez pas tous les points. Voilà. Ensuite, donc on va continuer. Donc question Q53. Donc Q53, oui. Donc comparer la valeur de R1C1 à la valeur de R2C2. Alors R1C1, donc on va le calculer. R2C2, on va le calculer également. Donc on va reprendre les valeurs qui vous ont été données précédemment. Donc R1 c'est 10 kOhm. Donc ça fait 10 kg multiplié par C1 qui vaut 1 micro. Donc ça, en gros, ça fait 10 fois 10 puissance 3 fois 1 fois 10 puissance moins 6. Donc R1 C1, si on fait le calcul, on va trouver 10 millisecondes. Et donc au niveau de R2 et C2, donc R2 il vaut donc 220 kg, donc ça fait 220 fois 10 puissance 3 multiplié par C2 qui vaut 100 picofarad, donc ça fait 100 fois 10 puissance moins 12 farad. Et donc si on fait l'application numérique, on va trouver une valeur de 22 microsecondes. Voilà, donc on vous demande de comparer les valeurs de R1C1 et de R2C2. Donc là, on se rend compte que R1C1 est beaucoup plus grand que R2C2. Donc c'est ce que l'on vous demande ici. Donc R1 fois C1 est beaucoup plus grand que R2C2. Et donc R2C2 sera négligeable devant le produit R1 fois C1. Voilà, donc calculer T0, question Q54. Donc T0, donc là, vous voyez, vous avez la valeur ici de T0. Donc T0 est égal à R2C1, enfin, il y a un signe moins devant, donc ça fait moins R2C1 divisé par R1C1 plus R2C2. Voilà, donc on vous dit qu'il est possible de déduire de la question précédente une expression simplifiée de T0. Hein. Donc en fait, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, R1C1 est très grand devant R2C2. Donc ça va vouloir dire que R2C2, ici, va être négligeable devant R1C1. Donc au final, on va pouvoir écrire que T0 est égal à moins donc R2 fois C1 divisé par R1 fois C1. Vous allez avoir les deux termes, donc les deux C1 qui vont se simplifier. Et donc finalement, T0 sera égal à moins R2 sur R1. Et donc si on fait l'application numérique, donc R2 est égal à 220 kOhm, R1 est égal à 10 kOhm. Donc en faisant l'application numérique, on va trouver moins R2 sur R1 qui sera égal à moins 22. Voilà, donc là j'entoure la valeur simplifiée de T0 et sa valeur calculée. Voilà donc pour la question Q54. Ensuite, donc Q55. Vérifier que la valeur du gain, donc G0, lu sur le document réponse DRSP1, est cohérente avec le résultat précédent. Donc la valeur du gain, on a dit que c'était 27 décibels. Donc on va essayer ici de calculer le gain associé à T0. Donc le gain G0, par définition, c'est 20 log du module de T0. Donc ça fait 20 fois log du module de moins 22, c'est-à-dire valeur absolue de moins 22. Hein, donc ça fait 20 fois log de 22. Et donc si on fait l'application numérique, donc on trouve 26,84 décibels. Et donc ça, c'est bien cohérent
donc avec la valeur mesurée, hein, donc G0 qui est égal à 27 décibels mesurés. Donc a priori, mon calcul, il est juste. Voilà, donc là, j'ai un G0 calculé de 26,84 décibels. Q56, donc relever le déphasage Φ0 du filtre à la fréquence F0. Donc je vais regarder ici ma courbe, et donc je vais pouvoir mesurer le déphasage, hein, donc le déphasage Φ à la fréquence F0, donc je vais me positionner donc à la fréquence qui est donnée ici, donc F0, et donc je vais pouvoir regarder ici le déphasage correspondant, et donc je trouve donc ici un déphasage Φ, donc on appelle Φ0, hein, puisque c'est la valeur du déphasage pour la fréquence F0, donc Φ0 qui est égal à moins 180 degrés. Donc ça, on peut faire la construction graphique sur le schéma pour justifier. Et après, donc au niveau de la question donc Q56, on précise que l'on mesure Φ0 est égal à moins 180 degrés. Donc c'est la valeur du déphasage lorsque la fréquence est égale à la fréquence propre F0. Voilà. Donc ça c'est si F est égal à F0. Afin de valider les caractéristiques du filtre, un technicien applique à l'entrée du filtre un signal sinusoïdal de fréquence 339 Hz et d'amplitude 100 mV. Dessiné en s'appuyant sur l'une des courbes en pointillé, le signal attendu en sortie du filtre sur le document réponse DRSP2. Donc on va aller regarder le document réponse DRSP2. Donc DRSP2, donc il est ici. Donc je vais récupérer ici ce document réponse. Et donc ça va nous permettre de répondre ici à la question donc Q57. Voilà, donc on réfléchit. Donc là, il faut faire attention. Donc VE, vous voyez, il est tracé en trait plein ici. D'accord. Donc vous savez que donc l'amplitude de VE vaut 0,1 volt, donc 100 millivolts. Donc ça, c'est donné dans l'énoncé. Donc là, on va pouvoir l'écrire, hein. Donc VE max est égal à donc 100 millivolts. Et on sait que notre amplification, d'accord, T0, est égale à moins 22. Ou, voilà, T0 est égal à moins 22. Bon, effectivement, on va se servir du module de T0 pour déterminer Vs max. D'accord? Donc on peut se servir de G0 ou de valeur absolue T0. Donc le module de T0, donc le module de T0 va être égal à la valeur maximale de la sortie divisé par la valeur maximale de l'entrée. Ok? Donc module de T0, on le connaît, ça fait 22. VE max est égal à 0,1 volt. Donc on va pouvoir déterminer la valeur maximale de la sortie. D'accord? Donc la valeur maximale de la sortie, ben, ça fait valeur absolue de T0 fois VE max. Voilà, donc valeur absolue de T0, c'est ce qu'on appelle l'amplification du montage, donc c'est VS sur VE. Et donc VS max, ça fait 22 fois 0,1 volt. Et donc Vs max donc, sera égal à 2,2 volts. Donc ça, c'est une première chose.
Et donc maintenant, on sait aussi qu'à cette fréquence, donc vous voyez que VE ici, donc je ne sais pas si on vous le dit, donc un signal sinusoïdal de fréquence 339 Hz. Donc 339 Hz, si on regarde ici, à 339 Hz, ça correspond bien, pris à peu près ici, à la fréquence propre F0. D'accord, donc à la fréquence propre F0, on vient de voir qu'on avait un déphasage de moins 180. Ok, donc le déphasage de Vs par rapport à VE est égal à moins 180 degrés si F est égal à 339 Hz. D'accord, donc ce qui correspond approximativement à la fréquence F0. Donc finalement, pour tracer l'allure du signal Vs, on sait que son amplitude vaut 2,2 volts et son déphasage était de moins 180 ou plus 180 par rapport à VE. Voilà, donc ici, l'amplitude, vous voyez, au niveau de Vs, on est à 2,2 volts, donc ça, c'est ça qui va nous intéresser. Donc on va sur une des courbes en pointillés ici. Et comme on a des signaux qui sont en opposition de phase, lorsque VE sera maximum, Vs sera minimum. Et inversement, lorsque VE ici sera minimum, enfin sera à l'état minimum, oui, Vs sera à l'état maximum. Voilà, donc au final, on va suivre la courbe qui va passer par les points que je suis en train d'indiquer ici. Et donc votre courbe Vs va être en opposition donc, de phase avec VE et d'amplitude, l'amplification de 22 fois votre 0,1 volts. Donc voilà ici l'allure de votre signal Vs. Ensuite, donc l'expression de la bande passante à moins 3 décibels notée grand B est donnée par B égale 2m fois F0 qui est égal à F0 sur Q. Donc ça c'est la question. Donc alors Q58. Donc là on va vous demander ici, donc calculer B et la comparer au résultat obtenu sur le document réponse DRSP1. Donc si je fais l'application numérique, et donc B est égal à donc 2m fois F0 qui est égal à F0 sur Q. Voilà, donc ici dans l'énoncé, on vous donne donc un calcul non demandé qui vous donne F0 égale 339 Hz et M égale 10,68. Donc là, c'est une simple application numérique finalement. Donc B, ça va être 2 fois M qui vous est donné, qui vaut donc 10,68, fois la fréquence F0, donc qui vous est donné, qui vaut 339 Hz. Et donc, on calcule B, qui est égal environ à 7241 Hz. Voilà, et donc nous, on avait ici calculé une fréquence de 7084. Donc je pense que finalement, vous voyez, bon, on n'est pas très loin finalement. Vous voyez, entre 7100 à peu près, 7200. Donc on est proche de la fréquence qui avait été calculée de 7084 Hz. Voilà. Donc c'est cohérent en fait, d'accord? Donc proche de B qui est égal à 7084 Hz mesuré. Voilà, comparé au résultat obtenu.
Donc très bien. Donc ensuite, question donc Q59. Donc Q59, justifier numériquement que le filtre répond aux attentes. Alors, donc, quelles étaient les attentes? Donc ça doit être écrit donc au début. Voilà, donc pour une écoute acceptable d'une voix humaine, la gamme de fréquences du préamplificateur doit s'étaler de 125 Hz à 7 kHz. Donc ça, a priori, bah, c'est bon, on est dans la bande passante, puisque si on regarde ici la courbe entre... Donc là, on a une bande passante qui est comprise entre à peu près 16 Hz et 7,2 kHz. Donc au niveau fréquentiel, c'est bon. Et donc aussi, on veut que le gain soit d'au moins 20 décibels. D'accord? Donc justement, dans toute cette gamme de fréquences, il faut que le gain soit d'au moins 20 décibels. Donc, vous voyez, donc pour 125 Hz, vous voyez qu'on est dans la bande passante et donc on est supérieur forcément à 24 décibels. Donc on a bien un gain qui est supérieur à 20 décibels. D'accord? Donc qui est plutôt aux alentours finalement de 27 décibels. Voilà, donc c'est ce qu'on attend de vous en fait, par rapport au cahier des charges ici que l'on s'était fixé. Vérifier que c'est cohérent. Voilà, donc ça c'est la question donc Q59. Donc les fréquences, donc on cherche les fréquences donc, que l'on avait regardé dans l'énoncé, donc audio, donc qui vont donc, de 125 Hz donc à 7 kHz, d'accord, donc appartiennent à la bande passante, d'accord, sont dans la bande passante. Donc la bande passante, si on la met sous forme d'intervalle, donc on avait dit que c'était entre 16 Hz et donc graphiquement, je regarde, je reprends les valeurs graphiques, donc 7084 Hz. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et donc le deuxième point, en fait, c'est que le gain du filtre, donc ça c'est et donc le gain est donc supérieur à 20 décibels dans la bande passante. D'accord? Donc dans cette gamme de fréquences. Voilà, et donc ça, ce sont les deux éléments qui nous permettent justement de dire que le filtre répond aux attentes qu'on s'était fixées. Voilà, donc le filtre répond à ces deux attentes finalement. Voilà, donc les fréquences sont dans la bande passante. OK, et donc le gain est supérieur à 20 décibels. Donc ça, c'est les deux choses qui sont vraiment importantes. Et donc ensuite, donc question Q60. Donc c'est la dernière question ici de la partie. Donc justifie l'intérêt d'avoir une grande bande passante pour ce filtre amplificateur. Bah, là, tout simplement, en fait, il faut que toutes les fréquences soient amplifiées de la même façon. D'accord? Donc le fait d'avoir une grande bande passante, ça nous permet d'avoir un gain qui est constant, quelles que soient les fréquences audio. D'accord? Donc là, on a un gain qui est égal, qui est de 27 décibels, d'accord, qui est constant. Donc qui est constant euh, dans tout le domaine de fréquence en fait. D'accord, donc le domaine de fréquence
que l'on étudie, hein, donc c'est les domaines audio. Donc de 125 Hz à 7 kHz. D'accord? Et donc ça ne peut être possible que si la bande passante, elle est assez large finalement. D'accord? D'accord? Donc ça, c'est ce qui justifie l'intérêt d'avoir une grande bande passante. Voilà, donc pour cette partie, donc très complète hein, autour du filtre passe-bande étudié. Donc vous avez une étude graphique, vous avez un tracé d'une tension de sortie connaissant l'allure de la tension d'entrée. Et donc après, ben, vous validez justement l'utilisation de ce filtre par rapport à l'amplificateur, au préamplificateur audio et donc aux fréquences audio. Allez, donc on continue. Donc partie C. Donc on va faire dans la foulée ici la partie C. Donc la partie C donc, consiste à étudier donc, la modulation, démodulation du signal AIS. Donc l'objectif de cette partie est de vérifier que le système de modulation numérique AIS respecte la réglementation éditée par l'Union internationale des télécommunications. Donc on vous donne ici un extrait de la réglementation. Donc on va la lire tout à l'heure. Hein. Et donc on vous demande donc, question Q61. Donc ici, donc je vais l'écrire. Donc question Q61. Donc on vous demande de relever sur l'extrait du document le type de modulation utilisé, la valeur maximale du produit B fois T, noté BT, du modulateur, la valeur du débit binaire D et de la bande de fréquence B. Alors, donc ici, si on regarde, là on voit au niveau du texte que vous avez la modulation, c'est une Frequency Modulated Gaussian Filter. Donc vous avez une modulation GMSSK. Ok, donc ça c'est la première question. Hein. On vous demande le type de modulation. Donc vous avez une modulation donc GMSK. Ensuite, on vous demande la valeur maximale du produit B fois T. Donc là, c'est ici le produit B fois T doit être égal au maximum de à 0,4. D'accord? Donc B fois T, donc on vous le dit ici, B fois T maximum, hein, donc on vous le précise, est égal à 0,4. La valeur donc D donc, du débit binaire, donc c'est ici on le lit donc 9600 bits par seconde. Et donc B, ici, la bande passante, hein, vous l'avez, vous avez une bande passante de 25 kHz. Donc là, eh bien, il suffisait d'extraire justement les informations de la réglementation ici de l'ITU. Voilà, donc afin de simplifier l'étude de l'intégrateur numérique, aucun filtre gaussien ne sera pris en compte. La modulation mise en œuvre est alors une modulation MSK dont le schéma de principe est donné figure 6. Donc premièrement, codage NRZI. Donc on vous rappelle un petit peu le principe de ce codage. Hein. Donc les valeurs XN de XN sont moins 1 et 1. Et XN change de valeur quand EN est au niveau 0. XN conserve sa valeur quand EN est au niveau 1. Donc question Q62.
Donc là, on vous demande de compléter sur le document réponse DRSP2 le chronogramme de Xn. Donc on va aller regarder ici le document réponse DRSP2. Donc on va le récupérer. Voilà, donc là vous avez le document réponse DRSP2. Et donc on va se servir justement de la description du code NRZI. Donc on vous dit Xn change de valeur quand En est au niveau 0. Donc là on voit ici que En, on vous donne les valeurs. Donc 0, il repasse à 0, donc En passe au niveau logique moins 1. Ok, donc ici on est au niveau logique, ici moins 1. À ce niveau-là, En passe à 1, donc Xn conserve sa valeur quand En était au niveau logique 1. Donc ici, puisqu'on est au niveau logique 1, Xn va conserver sa valeur. Et Xn change de valeur quand En est au niveau logique 0, sachant que Xn ne peut prendre que les valeurs moins 1 et 1. Donc Xn ici, donc En passe à 0, donc Xn va changer d'état. Donc il va passer de moins 1 à plus 1. Voilà, donc on continue. On est à 1, donc on garde la même valeur. On reste à 1, donc on garde encore la même valeur. Et là, En passe à 0, donc Xn va changer d'état. Xn est à 1, donc on retrouve la même valeur. Et là, En passe à 0, donc on change ici d'état. Voilà, donc on se retrouve sur une continuité de courbe, donc ça paraît cohérent. Donc je pense que le tracé, c'est comme ça que vous pouvez aussi vérifier que c'est cohérent. Voilà, donc ensuite, intégrateur numérique. Donc dans le cas d'une modulation MSK, la phase de la porteuse doit évoluer de plus ou moins pi sur 2 radians sur la durée d'un bit. On vous donne ici l'équation de récurrence, donc phi n en fonction de xn-1, et donc de phi n-1. La période d'échantillonnage est telle qu'il y a 16 échantillons sur la durée d'un bit. Et donc question Q63, donc ici. Donc on va vous demander de représenter l'algorithme correspondant à l'équation de récurrence en utilisant les blocs suivants. Donc l'équation de récurrence, on va la rappeler. Donc phi n est égal à 0,098 fois xn-1 plus phi n-1. Et donc pour tracer ici l'algorithme, pour le représenter, alors première chose, votre entrée c'est xn, donc on va mettre xn ici à gauche et la sortie c'est phi n, d'accord? Donc il va falloir aller ici à droite sur phi n. Voilà. Donc phi n c'est égal à 0,098 xn-1, donc il n'y a pas de terme en xn, donc il va falloir générer l'échantillon xn-1. Donc pour générer l'échantillon xn-1, je vais me servir d'ici du bloc retard. Donc là, ici, je vais mettre un bloc retard TE. D'accord? Donc ça veut dire qu'en sortie, je vais avoir l'échantillon xn-1. Cet échantillon xn-1, je vais le multiplier par 0,098. D'accord? Donc là, ici, on va multiplier par une constante ici. Donc c'est le triangle. Et donc vous avez un coefficient de 0,098. Et donc ça me permet ici de générer le 0,098 fois xn-1. Et ça, donc je dois ajouter l'échantillon phi n-1. Donc le phi n, je vais mettre peut-être un petit peu plus loin pour que ce soit un peu plus joli. Donc on a phi n. Donc il va falloir que je génère à partir de phi n l'échantillon phi n-1. Donc avec un bloc TE. D'accord? Donc là, ici, je vais avoir phi n-1, comme ici, j'avais x n-1. Voilà, et donc, ici, je vais avoir 0,098 xn-1, donc vous n'êtes pas obligé de le noter, hein, tout ça. Hein. Mais bon, ça permet ici de bien comprendre comment ça fonctionne. Et donc, ce terme-là,
je vais l'ajouter. Donc 0,098 xn-1, je vais le rajouter à phi n-1. Donc n'oubliez pas de flécher. Et donc la somme ici va me donner la valeur de phi n. Voilà, donc phi n c'est égal à 0,98 xn-1 plus phi n-1. Voilà, donc une façon de représenter votre algorithme. Ensuite, donc question donc Q64. Précisez si cette équation de récurrence est de type récursif ou non récursif en justifiant votre réponse. Donc là, à partir du moment où phi n dépend des échantillons d'entrée, mais également des échantillons de sortie précédents, vous avez une équation de récurrence qui est de type récursif. D'accord? Donc équation de type récursif, car phi n dépend donc des échantillons de sortie précédents, hein, donc phi n dépend notamment de phi indice n-1, et donc pas uniquement de xn. Ensuite, donc un échelon de hauteur 1 est appliqué en entrée, donc xn égale 0 pour n inférieur à 0, xn égale 1 pour n supérieur ou égal 0. La sortie est nulle pour n inférieur à 0, en partie phi indice moins 1 égale 0. Donc question Q65, ici, donc Q65, on vous demande de calculer les 4 premières valeurs de phi n. Donc là, vous allez vous servir, donc toujours pareil, hein, donc de l'équation de récurrence. Donc l'équation de récurrence, je vais pouvoir la rappeler quand même ici, hein, donc phi n est égal à 0,098 fois xn-1 plus phi n-1. Et donc, on vous demande de calculer les premiers échantillons, les 4 premières valeurs de phi n. Voilà, à partir de phi 0. Donc, je remplace donc d'abord n par 0. Hein, donc, je fais phi 0 qui va être égal à 0,098 x indice moins 1. D'accord? Donc, ça, c'est si je remplace n par 0. Hein, plus phi indice, donc 0 moins 1. Donc, c'est phi indice moins 1. Ok, donc x indice moins 1, donc c'est un échelon, donc ceci, ça vaut 0. Phi indice moins 1, la sortie vaut 0, donc on vous le dit au début, phi de moins 1 est égal à 0, donc phi de moins 1 est égal à 0. Et donc je vais pouvoir trouver donc 0,098 donc fois 0 plus 0, ça fait 0. Ensuite, je vais remplacer n par 1, et donc je vais, dans l'équation de récurrence, donc je vais pouvoir calculer phi 1. Donc 0,098 x n-1, donc 1 moins 1, donc ça fait x0, plus phi 0 est égal. Donc x0, puisque vous avez affaire ici à un échelon, donc x0 est égal à 1, d'accord, puisque n est égal à 0. Donc x0 ici sera égal à 1. Et donc phi 0, c'est la valeur que l'on vient de calculer de phi vaut 0. Et donc on va trouver donc 0,98 fois 1 plus 0, donc ça fait 0,098. Ensuite, on continue. Donc, on va remplacer n par 2. Donc, on va pouvoir calculer comme ça phi 2. Donc, ça fait 0,098 fois x1 plus phi 1. Donc, x1, puisqu'on a échelon x1, va valoir 1. D'accord? Donc, vous voyez bien, x égale 1 pour n supérieur ou égal à 0. Et phi 1, c'est la valeur de phi que l'on vient de calculer qui vaut 0,098. Donc si on fait le calcul, ça fait 0,098 plus 0,098. Donc on va trouver 0,196. Et pour n égale 3, donc puisqu'on vous demande de calculer les 4 premières valeurs, donc phi 3 ça fait 0,098 fois x2 plus phi 2. Donc x2 c'est ce que l'on vient de calculer
Non, x2 vaut 1, pardon, puisque vous avez un échelon, et phi2, c'est ce qu'on vient de calculer, donc 0,196. Et donc, on va rajouter donc 0,196 plus 0,98. Donc, en gros, vous avez une suite arithmétique de raison 0,098. Donc, si on continue, hein, on peut savoir jusqu'où on peut aller. Alors, ce que ça va faire par la suite. Donc, ça fait 0,196 plus 0,098. Donc, si on fait le calcul, ça fait 0,294. Donc, voilà. Donc, pour les différentes valeurs, donc phi0 vaut 0, phi1, donc ça fait 0,098, phi2, 0,196 et donc phi3, 0,294. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, question Q66. Montrer que la transmittance T de Z de l'intégrateur numérique peut être mise sous la forme ici donnée. Donc, toujours pareil, on va partir de l'équation de récurrence, hein. Donc, l'équation de récurrence, ça fait phi n qui est égal à 0,098 fois xn-1 plus phi n-1. Et donc, on vous demande ici la transmittance de l'intégrateur numérique, sachant que la transmittance, on vous le dit, c'est phi de z sur x de z. Voilà, donc là, la première chose à faire, c'est la transformer en z, justement, de cette équation de récurrence. Et donc, la transformer en z, donc de phi n, on va le noter phi de z, 0,098. Donc, la transforme en z de xn-1, donc d'après le théorème du retard, ça fait z-1 fois la transformée en z de x. D'accord? Donc pour passer de ça à ça, on utilise donc le théorème du retard. Et donc après, donc la transformée en z de phi n-1, donc toujours pareil, hein, donc c'est le théorème du retard. Donc vous avez, ça fait z puissance moins 1 fois la transformée en z de phi n-1, c'est-à-dire fois phi de z. Donc là aussi, donc pour passer de là à là, donc c'est une transformée en z dans laquelle on utilise le théorème du retard. Et donc l'objectif c'est d'exprimer phi en fonction de x pour pouvoir en déduire après le rapport. D'accord? Donc tous les termes en phi de z, je vais les passer à gauche de l'égalité. Donc j'avais déjà phi de z, et donc il va me rester moins z puissance moins 1 phi de z, qui va être égal à donc 0,098 z puissance moins 1 fois grand X de z. Voilà, donc phi de z, je peux le mettre en facteur. Donc phi de z, il va être facteur de 1 moins z puissance moins 1. Et donc ça va être égal à 0,098 z puissance moins 1 fois grand X de z. Et donc à partir de là, je vais pouvoir en déduire le rapport phi divisé par x. Donc je vais passer le x au dénominateur à gauche de l'égalité. Et le terme 1 moins z moins 1, je vais le passer ici à droite de l'égalité. Donc je vais en déduire le rapport phi de z divisé par x de z, qui va être égal à donc 0,098 z puissance moins 1 divisé par 1 moins z puissance moins 1. Et donc je compare avec ce qu'on vous demandait, donc ça correspond bien. Et donc ça, ce rapport, c'est ce que j'appelle la fonction de transfert T de z. Voilà, donc la fonction de transfert en z de votre, qui correspond à votre équation de récurrence. Allez, on approche du bout, hein. Donc question Q67, en déduire. Donc on vous donne les transformés en z et les fonctions élémentaires, hein. Donc vous voyez, donc ce qui correspond ici à un échelon, une séquence échelon, une séquence rampe avec la transformée en z associée. Donc question Q67, en déduire l'expression de phi de z en sortie de l'intégrateur numérique. Donc c'est la question Q67.
Voilà, donc on vous demande phi de z. Donc phi de z, ben, tout simplement, hein, on va se servir. Donc phi de z, si je passe le x de l'autre côté, ça fait 0,098 z-1 divisé par donc 1 moins z-1 fois donc x de z. Bon, je vais peut-être enlever le multiplié pour pas qu'il y ait de confusion. Et donc avec x de z, on vous l'a dit, c'était un échelon unitaire. Et donc l'échelon unitaire, vous voyez, ça transforme en z, c'est 1 sur 1 moins z moins 1. D'accord? Donc c'est avec donc x de z qui est égal à 1 sur 1 moins z moins 1. Ok, donc il suffit de remplacer. Donc phi de z, donc ça va faire donc 0,098 z puissance moins 1 divisé par 1 moins z puissance moins 1. Et donc le tout multiplié par 1 sur 1 moins z moins 1. D'accord? Donc si on le met ici au carré, on va avoir cette équation-là. Donc phi de z, son expression, elle va être sous cette forme-là. Voilà, donc l'expression de la séquence de sortie, l'expression de phi de z en sortie de l'intégrateur numérique. Donc là, il suffisait de remplacer x de z en utilisant ici le tableau des transformés en z. Donc ensuite, donc question Q68. Donc question Q68. Donnez l'expression de la séquence de sortie phi n à l'aide de la table de transformés en z ci-dessus et tracez la courbe correspondante sur le document réponse DRSP3. Donc là, on vous demande clairement d'utiliser la table au-dessus, hein. Donc là, l'objectif, c'est de faire la transformée inverse en z. Et donc on voit bien que ici, notre phi de z est de la forme a fois z-1 sur 1 moins z-1 au carré. D'accord? Donc, phi n, si on fait la transformée en z, ça va être de la forme a fois n. D'accord? Donc ça, phi de z, on peut l'écrire, hein, est égal à a fois z puissance moins 1 divisé par 1 moins z moins 1 au carré, avec donc petit a par identification est égal à 0,098. Et donc d'après le tableau, si on fait la transformée en z, phi n, d'accord, donc c'est ce qu'on vous demande, hein, donc phi n va être égal à a fois n. D'accord? Et donc comme a est égal à 0,098, on peut le remplacer 0,098 fois n. Voilà, donc ça semble totalement cohérent, hein, d'accord? Donc si n égale 0, on va trouver phi 0 égale 0. Si n égale 1, on va trouver phi 1 égale 0, 0,98. Si n égale 2, phi 2 sera égal à 2 fois 0,098, etc. Et donc on va retrouver ici les valeurs que l'on avait déjà précédemment calculées de phi 0, phi 1, phi 2, phi 3, etc. Sauf que là, on peut essayer de calculer, on peut calculer phi n pour n'importe quelle valeur de n. Voilà, donc on vous demande à partir de ça de tracer la courbe correspondante sur le document réponse DRSP3. Donc ici, donc je vais le récupérer. Donc ça, le document réponse DRSP3, il est ici. Donc là, finalement, hein, donc phi 0, donc pour n égale 0, va valoir 0. Si n égale 1, ça va faire 0,098. Donc ça fait presque 0,1 ou 0,098. Ensuite, ça va faire, pour n égale 2, ça va faire 0,196. Donc vous allez avoir quelque chose qui va être linéaire. Et donc si on fait le calcul, le plus simple, c'est de faire le calcul donc pour n égale 15, la valeur maximale, hein. Donc si je fais donc 0,098 fois 15, je vais trouver 1,47. Donc ici, je vais être pratiquement à 1,5 ici. Et donc, vous allez avoir quelque chose qui va être linéaire. D'accord? Donc, vous allez avoir quelque chose
normalement, qui va ressembler à ceci. Voilà, donc ça, c'est votre suite d'échantillons. Donc, phi n. D'accord, donc on vous demande qui est en radians. Voilà. Donc ça, il fallait, donc soit vous serviez un petit peu de l'équation de récurrence, soit vous servez directement de cette relation-là si vous avez réussi à l'établir, pardon. Et donc ensuite, donc question Q69, montrer à l'issue de la durée t d'un bit, la valeur de phi 16 en sortie de l'intégrateur est environ égale à pi sur 2 radians. Voilà, donc phi 16, hein, donc il faut le calculer, hein, donc phi 16, donc ça va être égal à 16 fois donc 0,098. Donc si on fait l'application numérique, on trouve 1,568. D'accord? Et donc si on fait le calcul pi sur 2, donc pi sur 2 est environ égal à 1,57. D'accord? Donc on a bien phi 16 est environ égal à pi sur 2. Voilà. Donc on répond ici à la question. Voilà donc pour cette première petite partie. Ensuite, donc respect de la réglementation de l'ITU. Donc pour une fréquence de porteuse FP égale 161,975 MHz, les spectres des signaux MSK et GMSK pour BT égale 0,4 sont relevés figure 8. L'encombrement spectral du lobe principal des deux modulations est considéré comme identique. Il sera noté B lobe. Donc Q70, mesurer l'encombrement spectral du lobe principal pour les deux modulations. Donc Q70. Donc là, il suffit de regarder donc, pour ces deux types de modulation. Hein, donc là, l'encombrement spectral, il va être composé, on va dire, de 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc au niveau du lobe principal, quelle que soit la modulation. Donc ça, on va pouvoir noter. Donc on va l'appeler B lobe, voilà, comme dans l'énoncé, est égal à donc 4 carreaux. Et donc, sachant que la largeur totale fait 36 kHz, donc ça veut dire que comme il y a 10 carreaux, chaque carreau fait 3,6 kHz. Donc ça fait 4 fois 3,6 kHz. Et donc on a une largeur ici qui va être égale à 14 400 Hz ou 14,4 kHz, peu importe. Voilà, donc ça correspond à l'encombrement spectral du lobe principal. Ensuite, donc on peut relier le débit binaire à l'encombrement spectral du lobe principal, donc par D est égal à B lobe sur 1,5. En déduire la valeur de D. D'accord, donc question Q71. On va en déduire la valeur de D. Donc D est égal à B lobe divisé par 1,5. Donc ça fait 14 400 divisé par 1,5. Et donc si on fait l'application numérique, on trouve environ donc 9600 bits par seconde. Voilà. Donc ça correspond à ce que tu avais au niveau de la norme. Ensuite, donc en dessous d'un niveau d'émission de 30 décibels sous le maximum, les raies spectrales sont considérées comme négligeables. Donnez l'avantage de la modulation GMSK par rapport à la modulation MSK. Alors, donc ici, vous avez un gain ici de 20 dBm. Si on enlève 30 décibels, on va se retrouver, vous voyez ici, à ce niveau, à moins 10 dBm. D'accord? Et donc on voit bien qu'à moins 10 dBm, pour la modulation GMSK, vous êtes en dessous en fait.
D'accord? Donc vous avez une puissance qui est inférieure à moins 10 dBm. Donc les lobes secondaires vont être négligeables. D'accord? Et par contre, pour la modulation MSK, ce n'est plus du tout le cas. D'accord? Donc l'encombrement spectral, euh, sans le filtre, hein, en fait, vous voyez, vous n'avez pas tout à fait la même chose. Donc en fait, pour la modulation MSK, eh les filtres secondaires ne vont pas être éliminés suffisamment. Ok, donc finalement, question Q72. Donc on vous demande de donner l'avantage de la modulation GMSK par rapport à la modulation MSK. Donc en modulation GMSK, on peut considérer que les lobes secondaires sont éliminés. Donc ils sont éliminés hein, justement parce que vous avez un niveau d'émission de 30 décibels sous le maximum. D'accord? Donc il faut se servir de l'énoncé, hein. Voilà. Et donc en modulation MSK, donc les lobes secondaires ne sont pas éliminés. Voilà, donc ça c'est en fait l'avantage justement de la modulation GMSK. Et donc on termine, hein, donc question Q73. Conclure sur le respect de la réglementation indiquée dans l'ITU en ce qui concerne le débit binaire et la largeur de bande fréquence pour la modulation GMSK. Voilà, donc la modulation donc en GMSK. Donc on a un encombrement fréquentiel, donc vous avez un encombrement fréquentiel donc de 14,4 kHz, d'accord, donc qui est inférieur justement aux 25 kHz préconisés, donc dans la réglementation. Et vous avez un débit ici, un débit binaire, hein, donc un débit donc D qui sera égal, hein, qui est égal, donc on vient de le voir, à 9600 bits par seconde. Voilà, donc finalement, hein, ça veut bien dire que la réglementation est respectée. Voilà, donc pour ce sujet en fait de BTS de 2023 pour la partie physique appliquée. Merci à tous de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.